Monsieur le maire, bonjour. Nous vous remercions de nous accueillir dans l'hôtel de ville de la ville de Bègles pour cet entretien qui portera donc sur la réforme constitutionnelle et son retrait par le président François Hollande et sur la réforme, en fin d'émission, de l'élection présidentielle. Je vous remercie de nous recevoir, d'autant plus que vous êtes un enfant du pays, comme nous, Vincent et moi. Vous êtes né à Libourne, à côté de Bordeaux, et vous avez poursuivi vos études dans la région, tout d'abord à l'université de Bordeaux, à la faculté de droit, où vous obtenez une maîtrise avant d'intégrer l'Institut des études politiques de Bordeaux et d'achever votre cursus universitaire par un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Ces années universitaires vont vous permettre de rencontrer deux de vos mentors intellectuels, le professeur Jacques Ellul, qui a été votre enseignant durant vos études de droit, et le professeur Bernard Charbonneau, monsieur Bernard Charbonneau, avec lequel vous avez accompli vos premiers pas d'écologiste et qui a été, comme vous l'avez indiqué plus tard, un petit peu votre guide dans ce mouvement écologiste. À la fin de vos études, après avoir enseigné pendant quelque temps à l'université de Bordeaux, vous avez commencé une carrière de journaliste, d'abord à l'ORTF Bordeaux, puis comme correspondant du Quotidien de Paris, avant d'arriver en 1977 à Antenne 2, l'ancêtre de France 2, où vous êtes devenu animateur et rédacteur en chef du magazine C'est la vie, une émission généraliste qui traitait des questions d'environnement déjà et de défense des droits des consommateurs. Vous avez ensuite présenté le JT, Antenne 2 midi, de 1982 à 1987, d'abord en semaine, puis en assurant les mêmes fonctions le week-end, jusqu'en 1987. Sur la même période, vous avez enfin présenté et animé l'émission Résistance, une émission qui avait pour sujet les droits de l'homme et leur défense. Vous avez continué par la suite en 89, Mediapart ou Reporter. Vous êtes enfin une personne qui a collaboré à de nombreux documentaires sur l'environnement et la société depuis le début des années 2000 et jusqu'à encore aujourd'hui. Vous avez entamé une carrière politique en 1988 en tant que suppléant du député socialiste Gilbert Mitterrand, et vous êtes devenu en 1989 maire de Bègles, une commune dans laquelle vous êtes fréquemment réélu depuis cette période, depuis 27 ans. Et en 1997, vous êtes également élu député de la 3e circonscription, la circonscription qui est autour de Bègles, Bègles et Talence, dans laquelle vous êtes également réélu depuis cette période. À l'Assemblée nationale, vous avez été élu juge suppléant à la Cour de justice de la République en 2009, et vous êtes également coprésident du groupe d'études sur la question du Tibet et président du groupe d'amitié France-Nigeria. Après avoir été le coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts en 2012-2013. Ah, excusez-moi, je me sens doute. Vous aviez... Non, j'ai été membre de Europe Écologie Les Verts que j'ai quitté en 2013, mais je n'ai jamais été président ni coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. J'en suis un membre, je reste membre du groupe écologiste, mais je n'ai jamais été le coprésident. Excusez-moi, l'information est erronée. Et donc vous avez été réélu en 2014 maire de Bègles dès le premier tour avec un peu plus de 51% des voix. Alors, monsieur le maire, monsieur le député, pardon, si nous vous avons demandé cet entretien, c'était par rapport au projet de réforme constitutionnelle qui a été retiré en partie par le président de la République, et également, dans un second temps, au projet, la réforme de l'élection présidentielle qui a été passée dernièrement. Donc, pour la première question, je donne la parole à Vincent.
Bonjour monsieur le député. Donc, état d'urgence, déchéance de nationalité, indépendance du parquet, le projet de révision constitutionnelle est aujourd'hui abandonné. Aujourd'hui, comment réviser la Constitution à l'époque des majorités incertaines et d'une désaffection du politique par une partie de la population? D'abord, comme le disait Montesquieu, homme de notre région, on ne touche à la loi fondamentale qu'avec une main tremblante. Et ce que je regrette, c'est que le gouvernement et le président de la République aient décidé de toucher à la loi fondamentale pour des questions bassement politiciennes, puisqu'il s'agissait d'introduire dans la Constitution la question de la déchéance de nationalité, qui n'est qu'une vieille obsession de l'extrême droite, au recyclage de laquelle le président procédait après les attentats du 13 novembre, dans le coup de l'émotion et de la sidération. Il voulait également inscrire l'état d'urgence dans la Constitution. L'état d'urgence, c'est une idée qui est née en 1955. On a vu ce qu'elle a donné sous le gouvernement de Guy Mollet, et je m'honore de faire partie des 6 députés qui ont refusé de voter la prolongation de l'état d'urgence le 19 novembre 2015, mais j'y reviendrai. Quant à la question de l'indépendance du parquet, elle est très importante. C'est même la seule question importante des 3. Et malheureusement, par un coup le bonneteau, le président de la République, en renonçant à la constitutionnalisation de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité face à la levée du bouclier, d'abord dans son propre camp et bien au-delà, il a fait passer par profits et pertes une révision de la Constitution qui s'avérait difficile et qui installait l'indépendance du parquet. Or, nous sommes toujours dans cette situation où nous ne sommes pas conformes aux directives européennes. Nous sommes un des rares pays d'Europe à toujours compter dans notre système judiciaire des procureurs qui ne sont pas indépendants, et on a vu ce que ça a donné avec l'affaire Courroy, et il y aura sans doute d'autres affaires de ce genre. Sur l'état d'urgence, je voudrais dire quand même quelque chose qui intéresse les juristes au premier chef. Je suis, comme vous l'avez dit, élu député depuis 1997. J'ai connu des périodes difficiles, non pas pour moi, mais des périodes politiques agitées, notamment sous le mandat de Sarkozy. Mais le 19 novembre, j'ai vécu ce qui ne m'était jamais arrivé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un sentiment de malaise profond, où je voyais, c'était le jour où nous avons examiné la révision de la loi de 55, et où je voyais le Premier ministre répondre favorablement de manière systématique à tous les amendements de la droite la plus sécuritaire. Et ce qui s'est passé le 19 novembre, là encore, c'était une question qui dissimulait la réalité et la profondeur de ce qui était en train de se passer. On dit qu'on s'est prononcé sur la prolongation de l'état d'urgence. Il n'aurait été que 6, ça aurait été contre, et 3 écolos seulement. Mais en fait, le plus grave, c'était moins ça que la révision de la loi de 55. La loi de 55, elle permettait les perquisitions elle permettait les perquisitions et les assignations à résidence sur l'activité. Or, aujourd'hui, avec la réforme qui a été votée, on ne se base plus sur les activités, mais sur le comportement. Ce qui, du point de vue des libertés, du point de vue juridique, est grave. Et donc, on peut maintenant, depuis la réforme qui a suivi, la réforme du Code de procédure pénale, contre laquelle j'ai voté, évidemment, la réforme du Code de procédure pénale qui est intervenue il y a un petit peu plus d'1 mois et demi, ce n'est rien d'autre que inscrire dans le droit commun des dispositions d'exception qui vont permettre aujourd'hui d'arrêter quelqu'un uniquement pour son comportement supposé, où on pourra garder, vous pouvez décliner votre identité, être interpellé, décliner votre identité, mais on peut quand même vous garder pendant 4 heures sans avocat, au motif que votre comportement inciterait à penser que vous pouvez avoir des relations avec des terroristes. Moi, je trouve que c'est une atteinte à nos libertés. Et ce que je trouve dramatique, c'est qu'on a accepté, pas moi, je m'honore de ne pas l'avoir accepté, de faire passer le juge judiciaire qui est le garant de nos libertés derrière le procureur, derrière le policier. Je trouve ça inacceptable. Par rapport à ça, je me permets d'insérer une petite question par rapport aux militants écologistes qui, dans le cadre de la COP 21, avaient été assignés à résidence sur le fondement d'une des dispositions de l'état d'urgence
et qui en fait, alors qui n'avait aucune activité avec les groupements terroristes, mais simplement parce qu'on pouvait penser, enfin, l'État a pu penser qu'il pouvait avoir des attitudes. Non, oui, c'était l'histoire de cette famille de Dordogne qui a participé à des occupations de la ZAD. Et moi, je vais vous donner non pas une anecdote, mais une explication. Au lendemain de la mort tragique de Rémi Fraisse, sur laquelle nous n'avons toujours pas d'explication, et qui est une faute politique, une faute morale de la part du gouvernement, nous avons demandé, le groupe écologiste a demandé, sur son droit de tirage, on l'appelle comme ça, une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre. Et dans une commission d'enquête parlementaire, en général, le groupe qui demande la commission d'enquête parlementaire a le droit à désigner, enfin, le droit au rapporteur. Mais comme c'est un sujet sensible, les socialistes ont refusé que je sois rapporteur, c'était moi qui étais désigné par le groupe. Donc j'ai été président de cette commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre, et le rapporteur est un député, Pascal Poplin, qui est extrêmement proche de Valls, et qui est un des plus sécuritaires. Il y avait 30 commissaires désignés par les groupes politiques. Et sur ces 30 commissaires, on était 2, Marie-Georges Buffet et moi-même, à ne pas être sur la même ligne sécuritaire que tous les autres. Et ça transgressait complètement les clivages politiques. Chaque fois qu'on a parlé de Notre-Dame-des-Landes, chaque fois qu'on parlait des zadistes, ça a donné des boutons et ça a dressé les cheveux, ça faisait dresser les cheveux sur la tête des commissaires qui considéraient, et ils considèrent toujours d'ailleurs, que les zadistes sont heureux pour l'équilibre social de la société et qu'ils expriment une nouvelle forme de violence qui serait absolument insupportable pour l'ensemble du pays. Ce qui n'est pas vrai, évidemment. Et donc, le projet que nous avions, nous, en demandant cette commission d'enquête parlementaire, c'était de dire comment peut-on adapter le maintien de l'ordre au maintien de la liberté d'expression et du droit de manifester, cette préservation. Le rapport de Poplin, c'est devenu comment adapter le droit de manifester et la liberté d'expression au maintien de l'ordre. Et vous voyez, ça s'est décliné. Alors j'ai voté contre, évidemment, c'est très rare, on était 2 à voter contre, moi-même et Marie-Georges Buffet. Et vous voyez après comment ça s'est décliné à travers l'état d'urgence et ce qu'on connaît. Et donc cette famille de Dordogne, elle a été soupçonnée, c'est la loi de 55 modifiée, elle n'a pas été perquisitionnée et assignée à résidence pour son activité, mais pour son comportement supposé. On est en train d'ouvrir le lit à des régimes autoritaires qui pourraient survenir dans notre pays. Hein. Et donc les Français, on est même entré, c'est ce que j'ai dit, je me suis fait traiter de tout par Valls quand je lui ai adressé cette question au gouvernement. Il m'a dit, monsieur Malmer, vous ne comprenez rien à la gauche et rien à la France. Je suis plutôt fier quand c'est Valls qui me dit, je ne le cache pas. Mais j'avais expliqué qu'on était en train d'entrer dans l'ère du soupçon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui va quand même se poser des questions, démocratie, où quand vous interrogez quelqu'un, il dit, moi j'ai rien à me reprocher. Ça veut dire que on est dans un système où tout le monde est soupçonnable, hein, c'est très orwellien d'ailleurs. Et donc, si vous me dites, moi je n'ai rien à me reprocher, mais peut-être que mon voisin, il a quelque chose à se reprocher. Alors c'est là qu'il faut contextualiser, sortir du présentisme et de la dictature de l'instant, et se souvenir des périodes de notre histoire où nous avons dénoncé son voisin. Une dernière petite question, parenthèse, entre guillemets. Est-ce que, dans ces moments-là, vous ne regrettez pas que la France ne soit pas, au fond, on va prendre l'exemple américain, mais un régime où la discipline de parti soit plus lâche et permette réellement aux députés, parfois, de penser par lui-même et ne pas de penser par lui-même. Oui, le député doit voter selon sa conscience. D'abord, on n'est pas le député d'une circonscription, on est le député de la nation. On est là pour construire l'état de droit et participer à le renforcement de la souveraineté nationale. Mais sur des sujets comme ça, je pense que la conscience doit primer. Malheureusement, il y a une discipline de parti. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, on est dans un système qui n'est pas spécifiquement français, mais vous avez beaucoup de députés qui, en discutant en tête à tête et hors champ, si je puis dire, vous disent je suis d'accord avec toi, tu as eu raison de voter comme ça, et qui vont voter pour la déchéance de nationalité, ou qui vont voter pour la prolongation de l'état d'urgence,
parce que ils ont la perspective de leur réélection dans leur circonscription, et donc ils ne peuvent être réélus qu'avec le soutien de leur parti. Donc il y a eu beaucoup de menaces et beaucoup de chantage auprès des députés, ça je le sais. Alors nous allons revenir simplement à une petite question dans le fil. Avec ce projet de réforme constitutionnelle qui était présenté comme une protection de la nation, n'assistons-nous pas à une désacralisation de la Constitution? Et j'irai plus loin, nous sommes dans une période d'inflation législative croissante. Est-ce qu'on n'assiste pas à un début d'inflation constitutionnelle? Oui, c'est une bonne question, évidemment. Il y a des constitutionnalistes comme Dominique Rousseau et quelques autres en ont très bien parlé. C'est surtout une dévalorisation, effectivement, de la Constitution. C'est une instrumentalisation de la Constitution à des fins purement politiciennes. Or, ce qui constitue notre socle commun, respecté normalement par l'ensemble des forces politiques, c'est la Constitution. Donc, on ne doit y toucher que pour des raisons d'intérêt général ou des raisons qui vont faire avancer l'état de droit, qui vont le faire progresser, qui vont garantir encore un peu plus nos libertés fondamentales. Et donc, oui, alors là, il y a une instrumentalisation de la Constitution, ce que moi je reproche de manière très forte à ce gouvernement. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appelle moi le populisme pénal. C'est-à-dire que vous voyez bien que depuis Sarkozy, c'était quand même le champion, mais il était bien suivi par les gouvernements socialistes. Chaque fois qu'il y a un fait divers, on vote une loi. Et là, voilà, on n'a peut-être pas fait ça tout le temps depuis 2012, mais enfin, on assiste quand même à une forme de populisme pénal, puisque toutes les lois qui sont votées les unes après les autres, on a voté 4 lois antiterroristes, ça a servi? Est-ce que ça a empêché les attentats du 7 janvier 2015 et celui du 7 et du 8 et du 13 novembre? Réponse non. Donc on voit très bien que ce ne sont pas des lois dites antiterroristes qui empêchent le terrorisme. Ce qui peut freiner le terrorisme et contribuer à empêcher qu'il se développe sur notre territoire, c'est le renforcement des moyens de renseignement, c'est la capacité de pouvoir infiltrer ces réseaux, c'est de donner c'est d'avoir plus de juges antiterroristes. C'est là que ça se passe. Et puis c'est aussi mener des politiques des politiques sociales, des politiques de la ville, comme on dit, qui ne suscitent pas le sentiment d'humiliation et qui luttent contre toutes les formes de discrimination. C'est aussi interroger notre politique étrangère. Donc c'est tous ces éléments, et on voit bien que ce ne sont pas des lois antiterroristes qui le font, ce sont des lois d'affichage. Et c'est vrai qu'on a tendance à voter dans l'émotion. Or, la bonne gouvernance exige que l'on ne vote pas, que l'on ne débatte pas dans le chaud de l'émotion, mais à froid, dans le débat, la confrontation, et qu'on puisse voter des lois qui sont inspirées par l'intérêt général plus que par l'émotion. Et le président de la République propose la déchéance de nationalité le 16 novembre devant les députés et les sénateurs à Versailles. Ce n'est rien d'autre que une volonté de légiférer sur l'émotion et accessoirement de recycler une obsession d'extrême droite pour faire ce qu'on appelle de la triangulation et placer Sarkozy et ses amis dans une situation difficile. Alors nous allons un petit peu déborder de ce que nous pensions être l'introduction. Nous allons voir la première partie sur la déchéance de nationalité un peu plus rapidement que nous l'avions imaginé. Oui. Nous allons nous adapter. Vincent pour la consultation. Donc, point de discorde majeur de la révision constitutionnelle et objet de maintes écritures. Pourquoi la déchéance de nationalité serait-elle une réponse au risque terroriste? D'autant que plusieurs États dans le monde désirent y recouvrir, notamment la Turquie et l'Australie. Alors vous avez un État qui vient de renoncer à la déchéance de nationalité, c'est le Canada, avec Justin Trudeau. Mais la déchéance de nationalité, la réponse elle est dans votre question. La déchéance de nationalité ne change rien à la volonté d'un terroriste. En plus, franchement, c'est le monde à l'envers. Ce sont des terroristes qui se font exploser eux-mêmes. Donc, la déchéance de nationalité peut-elle les dissuader? Et puis la déchéance de nationalité, elle touche à quelque chose d'important d'abord. Elle touche à ce qui est constitutif de notre sentiment, de notre appartenance à une communauté de destin. Et elle fait la différence entre le français dit de souche et le binational. Donc elle l'a placé dans une situation
de fragilité, d'inquiétude, même s'il n'y a rien à craindre en fait, mais ce sentiment de ne pas être complètement dans la communauté de destin pour ces 3,5 millions de gens qui sont binationaux. Remarquez, on a même une ministre des familles, paraît-il, c'est ça, des femmes, qui c'est pour vous montrer comment les lapsus, si le lapsus a été fait, ça veut dire que le poison, il est entré dans la société. C'est elle qui a parlé de franco-musulmans. Je savais pas qu'il y avait un pays qui s'appelait la musulmanie. Voilà. Donc nous pouvons dire que l'insertion de la notion de nationalité dans la Constitution dessert la nationalité. Bien sûr, c'est institué dans la Constitution, c'est dans la loi fondamentale, une différence entre un Français dit de souche et un Français binational. Nous sommes tous Français, voilà. Et si on n'est pas Français, on est citoyen, on est résident. À ce titre, on doit avoir des droits, notamment celui de voter dans les élections locales, comme le permet la Constitution, le permet l'Union européenne. Ça a été l'objet de la loi, de la proposition de loi que j'ai présentée en 2000 à l'Assemblée nationale, qui a été votée par l'ensemble de la gauche, à l'unanimité, mais que le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, n'a pas voulu présenter au Sénat, qui était de droite et qui votait contre. Donc nous pouvons également dire que, c'est ce que vous nous avez expliqué, en tout cas selon vous, ce projet est, entre guillemets, un coup de communication du gouvernement. Oui, c'était simplement un coup de communication pour rassurer le bon peuple de France en lui faisant croire qu'en appliquant la déchéance de nationalité aux terroristes, on les protégera mieux. Donc, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous pouvez, ce sera la dernière question de cette partie, est-ce que vous pouvez nous renseigner sur les débats à l'Assemblée, comment avez-vous ressenti ce débat sur la nationalité et quelle était, je ne vais pas vous demander l'atmosphère, mais le sentiment. Alors, je vous ai répondu tout à l'heure, mais je vais vous le répéter. Tout ce qui a eu trait, tous les débats qui ont eu trait à la déchéance de nationalité à l'état d'urgence ont été pour moi des formes de régression démocratique. Je les ai vécues comme ça. Donc je l'ai vécu particulièrement avec un profond malaise inédit pour moi à l'Assemblée nationale le 19 novembre, lorsqu'il s'est agi d'examiner la question de la déchéance de nationalité et la prolongation de l'état d'urgence. Et puis j'ai ressenti après, quand on a rediscuté de cette question, et j'ai bien vu qu'il y avait de la part du gouvernement une forme de cynisme insupportable. Voilà, d'ailleurs, je sors un bouquin le 12 mai qui s'intitule Contre Valls, réponse aux néoconservateurs. Je dis bien ce qu'il veut dire. Nous allons passer à la seconde partie sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Vous nous avez expliqué que vous étiez, quand vous aviez voté contre sa prolongation, que vous étiez également contre sa modification. Mais est-ce que vous pouviez accepter, est-ce que vous pouviez comprendre qu'on ait la volonté de le constitutionnaliser pour le mettre au même niveau? Alors, d'abord, je ne me suis pas opposé à l'état d'urgence lorsqu'au soir des attentats du 13 novembre, le président de la République en a décidé. C'était pour 12 jours. Je me suis opposé à sa prolongation pour 3 mois et à la deuxième prolongation. Parce que je pense que on a dans notre appareil juridique tous les outils pour lutter contre le terrorisme. Et l'état d'urgence a malheureusement pour vice premier de faire reculer le juge judiciaire, qui est le garant de la liberté, puisqu'il est la 4e roue de la charrette, si je puis dire, derrière, comme je vous l'ai dit, derrière le procureur, derrière le policier. Donc je pense qu'on ne peut pas, et derrière le préfet. Et je vous rappelle quand même que vous qui êtes juriste, regardez attentivement la loi que nous avons votée sur la réforme concernant la réforme du Code de procédure pénale. C'est pour la première fois dans l'histoire du Code de procédure pénale, le préfet fait son entrée dans le Code de procédure pénale. Donc, on ne peut pas accepter que le juge arrive derrière le procureur, le policier et le préfet. Et l'état d'urgence, il portait en lui ce qui est advenu dans la réforme du Code de procédure pénale. Donc il faut garder l'un et l'autre très liés. Donc l'état d'urgence, il a servi à
il a servi à la police et à s'intéresser à un certain nombre de gens. D'ailleurs, vous avez des gens qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme. Il suffit de regarder le nombre d'assignations à résidence et les résultats de ce... Et vous avez vu dans quelles conditions ça s'est fait? Les témoignages de ces gens qui, parce qu'il avait cet homme qui avait téléphoné à sa mère et était considéré comme terroriste, parce qu'il était musulman. Alors, on est dans une situation où on s'invente des ennemis de l'intérieur, et ça a été confirmé malheureusement cette stratégie par Valls lorsque, il y a 15 jours, devant un think tank néoconservateur américain, il a expliqué que la priorité des priorités, c'était la question identitaire et culturelle, c'était pas les questions sociales. Alors là, c'est quand même une inversion de la pyramide républicaine qui est extrêmement dangereuse, et il a expliqué que le salafisme était le plus grand danger. Certes, le salafisme est un danger, mais il n'y a pas que le salafisme, mais c'est faire croire que tout musulman français, vivant en France, peut être un salafiste en puissance. C'est donc se désigner un ennemi de l'intérieur. N'avez-vous pas peur des dérives possibles sur l'identité des Français? La démocratie est-elle en péril? Je crois que l'entretien que nous venons d'avoir illustre cette crainte qui est la mienne, et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, si je puis dire, pour empêcher cette dérive, en tout cas pour l'arrêter, et pour inverser le cours des choses. Oui, je ne sais pas si la démocratie est en péril, en tout cas un certain nombre de protections que la démocratie est censée nous accorder sont aujourd'hui tombées. Alors, nous allons, par rapport à cette question de la protection de la liberté, nous allons passer à la troisième partie de cet entretien sur la réforme de l'indépendance de la justice et la constitutionnalisation du droit à l'avocat qui avait été débattu. Ce projet a donc été abandonné du fait de l'abandon de la révision constitutionnelle, alors qu'il était à peu près le seul sur lequel il y avait un consensus, vous me confirmez, et qu'il ressort en fait non seulement de la constitutionnalisation d'une pratique respectée par les gardes des Sceaux depuis 2009, à savoir de nommer des magistrats du parquet sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, cet avis devenant avec la réforme un avis non plus facultatif mais un avis engageant le ministre, et cela respecte la volonté de la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait considéré que le parquet à la française, comme nous pourrions l'appeler, n'est ni une autorité judiciaire indépendante, ni une autorité de poursuite, ni un magistrat. Regrettez-vous réellement cette affaire? Mais je ne peux que regretter ce renoncement, un de plus. Nous entretenons aujourd'hui 13 avril, 14 avril, et hier la une du Monde affichait, je lis le titre, le gouvernement renonce à réduire la part de l'énergie nucléaire. Donc ce gouvernement, il renonce devant tous les lobbies, et il renonce devant tout ce qui pourrait faire progresser l'état de droit, et favoriser l'indépendance de la justice. Et il n'a même pas renoncé à la rétention de sûreté, sur laquelle il s'est engagé. La rétention de sûreté, c'est là encore une question liée au comportement et non pas à l'activité. Il a mis du temps à supprimer les peines planchées, alors que les peines planchées, c'était le contraire du droit, puisque le principe du droit, c'est l'individualisation de la peine en fonction de la personne que le juge a en face de lui. Et donc, ce renoncement, vous me posiez la question sur les menaces démocratiques. Ne pas mettre en œuvre cette réforme, c'est cautionner un affaiblissement démocratique. Cette introduction dans la question semble bien tardive par rapport à la jurisprudence de la CEDH. Et nous allons préciser, pensez-vous que le parquet à la française ait aujourd'hui un réel avenir? Et non, il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Sauf si l'extrême droite arrive au pouvoir, ou la droite qui maintiendra ce lien de dépendance entre le procureur et le pouvoir. Alors moi, je suis pas pour l'indépendance des juges d'une manière totale, mais je suis pour l'indépendance du parquet, comme ça se passe dans tous les pays de droit. Et je pense que cette anomalie ne durera pas. Alors pensez-vous qu'un référendum dans ce cas-là constitutionnel devrait être organisé sur cette question? Non, je pense que, comme vous le savez,
Le problème des référendums, c'est que bien souvent on répond pas à la question qui est posée, mais à celui qui pose la question. Voilà, donc je suis pas sûr qu'un référendum soit nécessaire. Je pense que on devrait avoir un personnel politique, c'est-à-dire le Parlement réuni en congrès, qui soit capable de voter cette réforme, qui devrait transgresser les clivages politiques. Alors, nous allons passer à la question sur la constitutionnalisation du droit à l'avocat. Vous avez été, en rappelant que vous avez vous-même été avocat. Oui, je suis toujours avocat, je me suis fait omettre du barreau, mais je peux très bien faire comme mon ami Pierre Jox, le jour où je ne ferai plus de politique, reprendre ma robe d'avocat, que je n'ai pas porté beaucoup, simplement 4 fois, et par exemple, ou faire comme Raymond Blé, avocat bordelais, plaider et bénévolement pour des enfants ou des réfugiés. Ce que vous avez déjà fait 4 fois, vous nous l'aviez indiqué. C'est pour présenter cette réforme. Donc à compter du mardi 5 avril 2016, l'Assemblée nationale examine en séance publique et en deuxième lecture le projet de loi constitutionnelle en réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Ce texte, qui vise notamment à renforcer l'indépendance du parquet, comprend également, dans son article 2, de modifier l'article 66 de la Constitution, affirmant que toute personne a le droit à l'assistance d'un avocat pour assurer la défense de ses droits et libertés. Que pensez-vous de la constitutionnalisation du droit à l'avocat? Bah oui, ça me paraît une évidence. On peut même s'étonner que ça ne soit pas fait plus tôt, mais là ça ne se fera pas, puisque cette discussion a eu lieu et qu'on a décidé de ne pas constitutionnaliser la réforme de la justice. Donc, que chacun ait droit à un avocat, ça n'a pas de sens. Alors d'un côté on est schizophrène, d'un côté il y avait une assemblée qui vote le principe de l'avocat, et puis qui de l'autre vote une réforme du code de procédure pénale qui fait que vous pouvez rester pendant 4 heures devant des flics sans avocat. Et donc, pensez-vous qu'il faille aujourd'hui protéger la profession de l'avocat? Nous pensons notamment à l'affaire des écoutes téléphoniques, dans le dossier Sarkozy et d'autres, et la possible obligation pour les avocats fiscalistes de dénoncer leurs clients. Oui, ça, non, je suis pas pour que les avocats fiscalistes dénoncent leurs clients. On n'a qu'à pas voter des lois sur l'optimisation fiscale, déjà, puis ça changera les choses. Bon, l'histoire de Bismuth, j'ai entendu les avocats qui font de l'autodéfense, ça me paraît normal. Je suis pas convaincu qu'ils aient raison. Le droit à un avocat garanti par la Constitution nous pousse à la réflexion des droits de l'avocat. La protection constitutionnelle du droit à l'assistance d'un avocat est-elle nécessaire? Bon, on l'a dit, on a répondu là. On va passer à la dernière partie sur la réforme de l'élection présidentielle. Donc à 13 mois de cette élection, dont nous le rappelons, vous avez été le seul candidat écologiste à passer la barre des 5%, c'était malheureusement puisque vous aviez eu la victoire amère, nous le rappelons à l'époque. C'est pas moi qui ai fait chuter Jospin. Il y a toujours eu un candidat écologiste depuis 1974 au présidentiel, depuis René Dumont. Vous posez la question, non mais je dis pas que vous mettez en cause, mais c'est pour prévenir. Oui, voilà. Mais il vaut mieux poser la question à M. Chevènement, Mme Tenir. Non mais c'était... Bien sûr. C'est vrai que j'ai vécu un moment compliqué parce que j'avais fait plus de 5%, 5,25%, donc c'était inédit chez les écologistes. J'ai appelé aussitôt à voter Chirac d'ailleurs, c'est naturel, même si Chirac a fait ce qu'il a fait de son mandat, il fallait barrer la route à Le Pen. J'ai appelé à aller place de la Bastille. Et quand je suis arrivé place de la Bastille, vers 22h30, elle était remplie de jeunes, et j'ai vécu un moment paradoxal puisqu'ils m'applaudissaient, et en même temps ils étaient là pour dire non à Le Pen. Donc c'était un moment très, très particulier. Donc, à 13 mois de cette élection, les députés ont adopté définitivement une réforme des règles de l'élection présidentielle, principalement sur le système des parrainages et du temps de parole des candidats. Un scandale. J'ai d'ailleurs me suis exprimé au nom des écologistes avec mon ami Sergio Pomanano sur cette réforme qui a été décidée en douce par 11 députés socialistes, il n'y avait personne, qui est simplement une petite organisation
la part du gouvernement pour favoriser les grands partis et réduire le temps de parole, ça c'est les médias qui ont insisté pour ça, de 5 semaines à 2 semaines pour tous les candidats. Mais c'est oublier que pendant 5 ans, on est un certain nombre de responsables politiques ont table ouverte dans les médias. Donc c'est l'organisation de l'inégalité, c'est en plus l'histoire des parrainages qui doivent être déposés au Conseil, c'est le Conseil constitutionnel, je crois. Enfin, bon, ça c'est de la magouille, c'est la raison pour laquelle nous avons ardemment voté contre. On a été là encore, je pense qu'on n'a été que 60 à voter contre. Enfin, encore un chiffre dérisoire. On assiste donc à un verrouillage de l'élection présidentielle. Oui, c'est rien d'autre qu'un verrouillage de l'élection présidentielle pour favoriser les grands partis pour favoriser les grands partis, les grandes formations. Et donc de la bipolarisation effective. Oui, enfin il n'y a plus de bipolarisation, maintenant c'est tripolaire, c'est PS, il s'appelle les Républicains, et puis l'extrême droite. Mais est-ce que l'idée, alors c'est peut-être une question qui peut être naïve, mais est-ce que l'idée d'officialiser le parrainage, c'est-à-dire que la personne doit se déclarer je parraine la personne officiellement? Oui, écoutez, oui et non, mais parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de donner leur nom comme ça. Et donc voilà, c'est en fait c'est fait pour réduire la possibilité pour les petits candidats d'obtenir 500 parrainages. C'est pour les bloquer. Mais est-ce que ça pour élaguer? Oui, tout à fait, mais est-ce que ça n'a pas aussi pour but de limiter la possibilité d'un candidat Front National? Parce qu'on se rappelle. Oui, enfin, écoutez, limiter la possibilité d'un candidat Front National, ça ne se fait pas par ces petites magouilles. Ça se fait quand on n'est pas, on procède autrement. Donc si on veut éliminer un candidat du Front National et ne pas se poser la question comme aujourd'hui tout le monde se la pose, c'est-à-dire être dans une situation où on ne se dit plus qui va être au deuxième tour, on se dit qui va être contre Marine Le Pen au deuxième tour. C'est pas une certaine régression. Pourquoi on est arrivé là? À cause des complaisances de la droite, quand M. Sarkozy en 2007 institue un ministère de l'identité nationale et de l'immigration, il va chasser sur les terres de l'extrême droite et il s'est pas gêné pour le faire, et quand Hollande et Valls veulent constitutionnaliser la déchéance de nationalité, et qu'ils inventent, comme le fait Valls, des ennemis de l'intérieur en montrant les musulmans du doigt, tout ça ne fait que de renforcer Mme Le Pen et l'extrême droite. Donc c'est pas par ces petites magouilles qu'on évitera un candidat d'extrême droite. Nous vous remercions pour cet entretien, pour votre franchise, et nous espérons que vous aurez encore de belles années en tant que député maire de cette ville de Bègles, et que nous talence dont vous êtes également député. Merci beaucoup. Alors la circonscription, elle réunit Bègles, Talence, Villeneuve-d'Ornon et le 6e canton de Bordeaux. Effectivement, pardon. Effectivement. Je vous remercie pour cette. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite de réussir dans ce beau métier d'avocat qui sans doute avec le journalisme un des plus beaux métiers là où on est plus libre. C'est le plus important. Merci. Merci à vous.